Pourquoi je défends Tarek Aziz et peut-être Saddam Hussein par Jacques Vergès, in Tant pis pour vous numéro 1, mars-avril 2004. Depuis le 17 décembre 2003, Maître Vergès est l'avocat désigné de l'ancien ministre des Affaires étrangères irakien, le chrétien Tarek Aziz. Il se pourrait même qu'il défende également Saddam Hussein. En mars 1988, devant le Conseil de sécurité de l'ONU, les États-Unis ont manœuvré pour que l'Irak ne soit pas condamné pour usage d'armes chimiques. En septembre 1988, le département du commerce a autorisé la vente de toxines à l'Irak. M. Rumsfeld s'est rendu 2 fois alors en Irak pour négocier ses ventes d'armes. Je voudrais donc que M. Rumsfeld s'assoie à la droite de M. Saddam Hussein. Il y sera plus à sa place que Tarek Aziz. En 1991, lorsque la première guerre du Golfe a éclaté, je me trouvais sur un plateau de télévision. Jean-Pierre Foucault, apprenant la nouvelle, me demande ce que j'en pense. Je souhaite la victoire de l'Irak et la défaite de l'impérialisme. C'était une position de principe. Pour être gendarme, il faut être propre. On avait armé, pas gratuitement d'ailleurs, le petit, l'Irak, contre le grand, l'Iran. Le petit, Exang, fut sommé de payer ses dettes et finit par envahir le Koweït. Après un entretien avec l'ambassadrice des États-Unis, lui disant « Vos querelles avec le Koweït ne nous intéressent pas ». En fait, c'était bien sûr un piège. Briser l'Irak suffisait alors aux Américains. Leurs dernières expéditions coloniales leur ont laissé des souvenirs douloureux. La Corée, match nul. Le Vietnam, une défaite. La Somalie, une gifle et un départ traumatisant. Aujourd'hui, en Afghanistan, la production d'opium a augmenté considérablement, et on appelle M. Karzai le maire de Kaboul, tant son autorité ne dépasse pas les limites de la capitale. L'embargo sur l'Irak a signifié la mort de 500 000 enfants. Les éléments les plus faibles furent ceux qui souffrirent le plus, les enfants et les vieillards. La mémoire du pays et son avenir. On a interrogé Mme Albright au sujet de ces 500 000 enfants morts. Elle a répondu que c'était le prix de la démocratie. Staline n'aurait jamais osé une telle réponse. La position française. On a retrouvé la position gaulliste. On reste à tort sur une phrase de De Gaulle, les Français sont des veaux. La société médiatico-politique en est convaincue. Mais j'ai été agréablement surpris de constater que les Français n'étaient pas ces veaux. Il y a eu affirmation de l'exception française. Quelques semaines plus tard, un sondage indique que pour les Européens, l'État qui menace le plus la paix du monde, c'est Israël, puis les États-Unis. Revirement fondamental de l'opinion. Du coup, se met en place une manifestation contre la France. La France a un passé, avec des zones d'ombre et de lumière. On écarte systématiquement la lumière pour pouvoir mieux touiller sans arrêt les zones d'ombre, afin de faire de chaque Français un repenti. La position du gouvernement français est venue rappeler que la France vaut bien plus qu'on aime à le dire dans certains cercles. On m'objectera mon passé internationaliste. L'internationalisme est l'expression de la solidarité entre différentes nations. Le cosmopolitisme, c'est l'effacement des nations, la mondialisation. Les vrais enjeux. Les sociétés de M. Cheney, vice-président des États-Unis, fourguent déjà du pétrole à un prix plus élevé que le cours à l'Irak, pays producteur. 2 autres visées animent les Américains. L'une stratégique, les indépendances des républiques d'Asie centrale de l'ex-Union soviétique font qu'il y a de grandes ressources de pétrole autour de la mer Caspienne, dont les États-Unis essaient de se rendre maîtres, afin de s'assurer un moyen de pression essentiel sur les grandes puissances de l'avenir, la Russie et la Chine. Deuxièmement, les États-Unis n'ont pas d'histoire. Ils ne peuvent tolérer des pays qui ont une grande histoire, a fortiori lorsqu'ils en sont fiers. De qui se méfie-t-il? En Europe, la France, mais aussi la Serbie, qui, courbée sous le joug ottoman, ne s'est jamais pliée. Et enfin, l'Irak. Tarek Aziz m'avait rapporté son dernier entretien avec M. James Baker. Il me semble, M. Aziz, que vous sous-estimez notre puissance. Nous sommes capables en 15 jours de vous ramener à l'âge de pierre. Je ne sous-estime pas votre puissance, mais vous oubliez que nous avons 6000 ans d'histoire. Lorsque les Américains prennent Bagdad, ils protègent l'Institut du pétrole, mais laissent ouvertes les portes du musée archéologique et de la Bibliothèque nationale, permettant le pillage. C'est tout le passé de l'Irak qu'on a voulu détruire. Qui peut juger Saddam? Les Irakiens, via le gouvernement croupion installé par les Américains, veulent juger Saddam. Pour juger, il faut un État, un gouvernement issu d'élections libres, une constitution. Ce n'est pas le cas. L'autre solution, c'est le TPI. L'exemple de Milosevic est loin d'être probant. Un tel tribunal comporterait des juges venant de pays qui sont contre la peine de mort que semble réclamer M. Bush. Je vois mal dans un procès public comment on pourrait éviter que ne soient posées certaines questions. L'objectif est de mettre à jour les responsabilités des uns et des autres. À Nuremberg, il a été interdit aux avocats allemands d'évoquer les crimes qu'auraient pu commettre les puissances alliées. C'était aussi bizarre qu'inacceptable, mais n'avait aucune conséquence directe sur le procès, qui ne concernait que des faits postérieurs à la déclaration de guerre. Un moment donc où les puissances alliées n'avaient plus de rapport avec l'Allemagne. Si je lis bien la presse, ce que l'on reproche à Saddam Hussein, ce sont des faits antérieurs à la déclaration de guerre, c'est-à-dire à l'heure où il était l'allié des puissances occidentales. C'est donc pourquoi je demanderai la comparution en qualité de témoin d'un certain nombre d'anciens dirigeants occidentaux. Le procès. Il m'a été impossible pour le moment de rencontrer Tarek Aziz,
puisque, comme Saddam Hussein, personne ne sait ni où il est, ni qui va le juger, ni même de quoi il est accusé. J'ai constitué pour sa défense une petite équipe, Dominique Poncet du barreau de Genève, une avocate du barreau de Dakar et un avocat algérien. Nous organisons une rencontre avec le Comité international de la Croix-Rouge afin de demander à celui-ci de veiller au respect des conventions internationales concernant les prisonniers, et d'agir pour que M. Aziz puisse recevoir la visite d'un avocat et celle d'un médecin car il est gravement malade. Si ces démarches se révélaient vaines, nous irions à La Haye, devant la Cour pénale internationale créée par le traité de Rome, cour dont les États-Unis ont refusé de ratifier les statuts, et y porter plainte contre les responsables anglais, italiens, espagnols et polonais, en vertu du fait qu'ils ne respectent pas la Convention de Genève. J'ai accepté d'être l'avocat de Tarek Aziz, d'abord pour défendre un homme contre un lynchage, et empêcher une vision mystificatrice de devenir officielle. En les condamnant, le but est de leur faire porter devant l'histoire la responsabilité du désastre humain qu'a subi l'Irak depuis une quinzaine d'années. Il est évident que dans cette affaire, la défense de rupture est inévitable. J'espère en premier lieu leur éviter la peine de mort, d'abord. Ensuite, que la vérité soit proclamée, fût-ce en dehors du tribunal.